Les insoumis refusent de céder à l'adversaire, mais aussi à leurs propres démons. Oui, mais comment? Pour répondre à la question, Tzvetan Todorov dresse dans un magnifique livre une galerie de portraits de résistants en solo. Germaine Tillion, Malcolm X, Nelson Mandela ou encore Edward Snowden. Ces rebelles ont tous refusé, à leur manière, de passer pour des modèles, tout en pointant des voies de contestation singulières. Tzvetan Todorov est l'invité exceptionnel de votre grande édition. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, philosophe. Vous publiez donc ce livre intitulé « Insoumis » aux éditions Robert Laffont, collection à Versilio. Peut-être d'abord quelques mots, Tzvetan Todorov, sur ce qu'on vient d'entendre. La France a décidé de prolonger officiellement l'état d'urgence. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, déclare que les manifestations qui peuvent troubler l'ordre public sont désormais et toujours interdites. Comment est-ce que vous voyez tout cela ? En tant qu'historien, j'ai le souvenir d'une autre situation extrême de mesures d'urgence. C'était pendant la guerre d'Algérie. Et je me souviens des conséquences extrêmement négatives de ce prolongement indéfini de l'état d'urgence. Cette comparaison n'est pas raison. Il n'est pas certain qu'il y ait des pareilles conséquences cette fois-ci. Mais je crois qu'il faut être prudent. Et puis j'espère aussi que ça n'entrera pas dans la Constitution, comme on nous le promet par ailleurs, puisque l'exceptionnel n'a pas sa place dans la Constitution. Je vous pose la question parce qu'aujourd'hui, en lisant votre livre, on se dit, au fond, qu'est-ce qu'être insoumis dans cette France, avec l'état d'urgence, avec les attentats aussi meurtriers, qui ont été sanglants, avec les replis identitaires aussi, avec les crispations. Comment être insoumis aujourd'hui ? Ce n'est pas évident. Il est toujours plus facile, de toutes les façons, d'être conformiste et on s'en tire mieux. D'autre part, les criminels sont des insoumis, mais évidemment, nous ne les encourageons pas puisqu'ils nuisent à toute la communauté. Donc, il y a des formes d'insoumission que nous privilégions, et celle-là, c'est lorsqu'on obéit à sa conscience pour le bien de la communauté et non pas pour la détruire. Concrètement, comment? C'est vraiment à chacun de découvrir. Il n'y a pas de recette. L'insoumission n'est pas quelque chose qu'on achète tout près au supermarché pour l'appliquer chez soi. C'est un chemin individuel. Alors vous citez une phrase magnifique de Germaine Tillion en prélude de votre livre. « Pour moi, résister, c'est dire non. Mais dire non, c'est une affirmation. » Ça veut dire quoi, selon vous? Comment l'interprétez-vous, vous qui avez connu cette grande dame, cette grande résistance française les 10 dernières années de sa vie? Oui, Germaine Tillion, qui vient d'entrer au Panthéon comme l'une des toutes premières femmes à titre de grande résistante, mais aussi de penseur, d'ethnologue, d'historienne, etc., elle formule cette phrase parce qu'elle a été une des premières résistantes. Elle tient beaucoup à affirmer le droit à la résistance en toute occasion. Elle l'a manifesté aussi pendant la guerre d'Algérie. Mais comme elle le dit là, effectivement, ce non, c'est une affirmation. C'est une affirmation de la vie, puisque c'est un non aux exécutions capitales, c'est un non aux attentats aveugles, c'est un non à la torture. Je parle là de la guerre d'Algérie. Et pendant l'occupation, bien sûr, c'est un non à l'occupation, à la destruction de toute l'identité démocratique de la France par l'invasion nazie. Donc, il y a un petit paradoxe là, mais c'est parce que le premier temps doit être un non, et il est suivi aussitôt après par une attitude positive, constructive. Alors vous le disiez, l'insoumission c'est un cheminement, ça ne se décrète pas, ce n'est pas un kit que l'on achète au supermarché. On parle de Germaine Tillion, parlons de vous, Tzvetan Todorov. Vous avez vous aussi dû fuir un régime totalitaire, disons la Bulgarie, le régime communiste. Qu'est-ce que cela représentait pour vous dans ce cheminement ? Ça représentait quelque chose de très important, mais je n'ai fait rien d'héroïque personnellement. Je suis venu avec un visa d'1 an et tout mon héroïsme a consisté à transformer ce visa d'1 an en séjour permanent et naturalisation au bout,
comme beaucoup d'immigrés. Et vous dites d'ailleurs, l'idée de ce livre est venue parce que je ne suis pas un insoumis, c'est cela? C'est parce que je considère que je n'ai pas été toujours un bon insoumis dans toutes les occasions que j'ai voulu réfléchir sur ce thème. Donc je ne cherche pas à donner mon exemple à tous, mais c'est vrai que lorsqu'on est confronté à un régime totalitaire, ce qui était le régime communiste de mon adolescence, on conçoit qu'il y a vraiment des choix qui s'imposent, des choix entre le bien et le mal en quelque sorte, enfin un peu simpliste autrement dit, mais c'est bien ainsi. Il y a une soumission aveugle de la population parce qu'elle a peur des punitions, des privations, des mesures répressives. Et il y a quelques-uns, vraiment très peu nombreux à mon époque, qui était une époque relativement ancienne, quand j'étais adolescent, qui osaient chercher une autre forme d'expression. Mon respect leur est réservé d'autant plus fortement. Vous avez donc quitté, vous, votre pays, la Bulgarie, il y a longtemps, migré, quitter son pays au risque de sa vie parfois pour fuir la guerre, la misère, les dictatures. C'est ce que vivent aujourd'hui des centaines de milliers de migrants. Est-ce qu'à vos yeux, ils sont d'une certaine manière des insoumis? Certainement. Certainement, ils se refusent la condition que leur imposent les circonstances, qui est essentiellement celle de la guerre, de la destruction, des souffrances infligées, au prix d'énormes risques. Chaque fois, ils cherchent à aller ailleurs. Ceci étant, je ne veux pas dire que la meilleure chose qu'ils puissent faire, c'est de venir en Europe et de dormir devant les gares sur les bouches de métro. Ce n'est pas non plus une solution. Donc, il y a certainement d'autres solutions à chercher. Mais ce geste en lui-même est clairement un refus d'admettre que le destin décide pour vous. Alors, toutes les personnes dont vous avez observé le parcours et raconté l'histoire dans ce livre, Tzvetan Todorov, voient en fait leur vertu morale se transformer en instrument politique. On pense notamment à Nelson Mandela. Mandela est en effet celui qui parvient à cette alchimique transformation mieux que tous les autres. Parce que Mandela a effectivement joué sur ses qualités personnelles, à savoir sa capacité de reconnaître l'humanité d'autrui. Il a découvert cette précieuse vertu alors qu'il était en prison et il s'est aperçu que les gardiens de prison n'étaient pas totalement dépourvus d'humanité. Il a décidé de faire de cette constatation une arme de combat. Il a parié sur l'humanité des dirigeants sud-africains et a réussi à les convaincre qu'ils devaient lui céder le pouvoir. Ouais. Et au lieu d'une guerre sanguinaire qui aurait fait 1 million de morts, nous avons eu le passage pacifique d'un régime d'apartheid à une démocratie. Tout n'est pas réglé, bien entendu, loin de là en Afrique du Sud, mais l'ambition de Mandela était celle-là, de réussir le passage d'un régime inique, celui de l'apartheid, à la démocratie. Sans tomber dans la haine, dans le désir de vengeance, vous le dites d'ailleurs, je le disais, les insoumis refusent de céder à l'adversaire, mais aussi à leurs propres démons. Alors, il y a des figures célèbres, connues. Il y en a qui sont moins connues du grand public. Par exemple, moi, je l'ai découvert grâce à votre livre. Il s'agit notamment d'un Israélien qui s'appelle David Shulman. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de le mettre à l'honneur dans ce livre? Eh bien, entre autres, parce qu'il est inconnu. Et que je voulais par là illustrer aussi le fait que ce ne sont pas seulement des grandes personnalités connues du monde entier, Malcolm X, Solzhenitsyn, Mandela, mais aussi des personnages beaucoup plus humbles qui ne sont pas moins vertueux pour autant. Ensuite, parce que, un peu comme Snowden, qui est son contemporain également en vie, il manifeste, il pratique son insoumission dans un pays qui est en principe une démocratie. Mais dans les démocraties, il y a aussi des zones de non-démocratie, très souvent. Et c'est le cas aux États-Unis avec
la surveillance généralisée de la population. C'est aussi le cas en Israël avec la prise de possession des terres et des maisons des Palestiniens, simplement parce que cela arrange mieux les colonies installées dans le voisinage. Donc Shulman, avec d'autres, milite dans une organisation entièrement pacifique où son rôle est tout à fait modeste. Il consiste en gros à aller là où il y a de ces confiscations, de ces interventions, d'assister, de témoigner et par là de parfois empêcher que ces actes ne soient accomplis. Alors dans ce livre, Tzvetan Todorov, vous critiquez l'engagement humanitaire dans lequel de nombreuses personnes, en effet, c'est vrai en France, mais c'est vrai dans une grande partie du monde occidental, dans lequel une grande partie de personnes se sont engouffrées, si l'on peut dire, dans l'aide humanitaire, hein, dans l'action humanitaire. Après la guerre froide, pourquoi cette critique? En fait, je n'ai absolument rien à critiquer dans l'intervention humanitaire elle-même, mais dans certains de ses usages, oui. Il me semble que parfois, elle est, pourrait-on dire, comme un cheval de Troie pour l'intervention militaire ensuite. Et ces interventions humanitaires, soi-disant humanitaires, je me souviens d'un titre qui m'avait profondément choqué. On proposait de ne larguer que des bombes humanitaires sur le Kosovo au moment de la guerre de Yougoslavie. Je crois que pour les gens qui les reçoivent, qu'on les appelle humanitaires ou impérialistes, ça revient exactement au même, non? Donc je crains que sous couvert d'exporter la démocratie, d'exporter les droits de l'homme, donc de justification humanitaire, en réalité, on crée une situation, le remède est pire que le mal, on crée une situation qui est encore pire. Regardez l'Irak, regardez l'Afghanistan, regardez la Libye, tout cela s'est fait au nom de magnifiques idéaux. On pourrait le savoir, ça ne dure pas d'hier, mais nous continuons à croire, quand on voit une situation qui nous indigne, on dit « mais oui, il faut intervenir, il faut aller occuper, que faisons-nous » Sous le coup de l'émotion. Sous le coup de l'émotion. Merci beaucoup Tzvetan Todorov d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'Insoumis aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup Tzvetan Todorov. Merci à vous.